Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci aux fidèles de l'émission d'être toujours présents. Merci à ceux qui la découvrent et qui nous rejoignent. Bienvenue, vous êtes sur D8 et c'est Voyage au bout de la nuit. Alors, dans cette émission, si vous ne le savez pas, on lit des romans. Voilà, on revisite souvent, on relit des grands classiques de la littérature française. Et ce soir, j'ai la chance de lire avec vous Illusion perdue, un roman d'Honoré de Balzac. Alors Balzac, on le connaît, hein, tout le monde le connaît ici quand même, et on a lu beaucoup de ses romans. Effectivement, il est extrêmement prolifique et Balzac d'ailleurs, il s'est mis à écrire pour rembourser des dettes et ça a tout de suite assez bien marché, enfin quoique pas toujours, il a quand même eu des petites déceptions. Et puis il s'est mis à écrire aussi des articles pour les journaux et puis finalement ces romans ont été publiés dans différents journaux sous forme de nouvelles. Voilà. Et alors, cette histoire qu'on découvre ensemble, ça s'appelle donc Illusion perdue et c'est un roman découpé en deux parties et nous sommes au tout début de la lecture. Si vous avez manqué le début, évidemment, je vous invite à aller voir les replays sur le site internet de la chaîne, replay Voyage au bout de la nuit. Voilà, je ferme la parenthèse. Et si vous avez manqué le début, pas de problème, on est encore dans la première partie du roman. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première partie? Eh bien, on a un héros qui s'appelle Lucien Chardon. Et Lucien Chardon, c'est un jeune poète, il a 20 ans, 21 ans à peu près, et il habite à Angoulême et il va monter à Paris. Alors pour l'instant, il est encore à Angoulême. Et l'histoire du roman s'ouvre, on est en pleine découverte, sur l'amitié entre Lucien Chardon et son ami, qui s'appelle David Séchard. Et cet ami, David, se mariera bien plus tard avec la sœur de Lucien, dont il tombera fou amoureux. Et donc, pour l'instant, on s'attache à décortiquer un petit peu et à décrire la société aristocratique et bourgeoise d'Angoulême. On s'attache un petit peu à voir quelles sont les ambitions du poète. Et il est amoureux, ce poète, d'une certaine Madame Louise de Bargeton, qui est la femme la plus en vue, vous vous en doutez, de la petite société d'Angoulême. Voilà, et c'est l'épouse aussi d'un notable local. Et Louise de Bargeton, qui est plus âgée, hein, donc, elle va être séduite par la beauté de Lucien et par sa voix et aussi parce qu'il écrit des poèmes et que c'est déjà très beau. Et on retrouve ici d'ailleurs un petit élément personnel dans la vie de Balzac, c'est que Balzac, lui aussi, il est tombé à l'âge de 21 ans amoureux d'une femme mariée. Voilà, c'était Madame de Berny et ça a été son amante et sa protectrice et elle avait 15 ans de plus que lui. Oui. Et leur liaison a duré 10 ans, ce qui est quand même pas commun. Et d'ailleurs, j'ai bien envie, moi, de vous parler un petit peu des amours de Balzac. Voilà, ça pourrait être pas mal, ça pourrait peut-être vous intéresser. Moi, je trouve ça assez marrant parce que Balzac, il a entretenu, vous ne le savez peut-être pas, une relation épistolaire avec une femme pendant 18 ans. Vraiment. En fait, cette femme, c'était une admiratrice de Balzac et elle lui a envoyé un jour une lettre en signant L'étrangère. Elle lui envoie ça un matin, on était en 1832 à peu près. Et en fait, ce qu'elle lui fait, elle lui donne juste une critique de son dernier roman, en lui disant, ben voilà, ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé. Elle lui fait une espèce de petite critique. Et puis Balzac, qui est quand même pas insensible à cette lettre qui vient quand même des fins fonds de l'Europe, parce qu'elle arrive de... elle a été postée à Odessa et du coup il lui répond en lui disant bah, dites donc j'ai bien reçu votre lettre en gros mais je ne peux pas vous répondre donc qui êtes-vous, manifestez-vous, puisqu'elle avait signé L'étrangère. Et puis finalement ils se rendent compte que les deux s'apprécient, ils entretiennent finalement une relation épistolaire de plus en plus longue et conséquente et au final Balzac va à un moment vraiment décider d'aller la voir et du coup ils vont être amants et du coup ce qui va se passer c'est que cette femme à ce moment-là est veuve. Voilà, donc ça va encore
retarder parce qu'il y a tout un tas de coutumes. Et du coup, ça va encore retarder, mais ils vont se marier finalement au tout dernier moment, après 18 ans de liaison épistolaire. Et il se trouve que Balzac va mourir quelques mois plus tard. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, je reprends le roman là où je me suis arrêtée. Donc, comme je vous disais, on est dans la première partie, Illusion perdue, et ça s'appelle Les deux poètes. Et pour l'instant, on parle de l'histoire d'amitié entre Lucien et son ami. C'est parti. Malgré les apparences d'une santé vigoureuse et rustique, l'imprimeur était un génie mélancolique et maladif. Il doutait de lui-même, tandis que Lucien, doué d'un esprit entreprenant mais mobile, avait une audace en désaccord avec sa tournure molle, presque débile, mais pleine de grâce féminine. Lucien avait au haut plus degré le caractère gascon, hardi, brave, aventureux, qui s'exagère le bien et amoindrit le mal, qui ne recule point devant une faute s'il y a profit, et qui se moque du vice s'il en fait un marchepied. Ces dispositions d'ambitieux étaient alors comprimées par des belles illusions de la jeunesse, par l'ardeur qui le portait vers les nobles moyens que les hommes amoureux de gloire emploient avant tous les autres. Il n'était encore aux prises qu'avec ses désirs, et non avec les difficultés de la vie, avec sa propre puissance et non avec la lâcheté des hommes, qui est d'un fatal exemple pour les esprits mobiles. Vivement séduit par le brillant de l'esprit de Lucien, David l'admirait, tout en rectifiant les erreurs dans lesquelles le jetait la furie française. Cet homme, juste, avait un caractère timide en désaccord avec sa forte constitution, mais il ne manquait point de la persistance des hommes du Nord. S'il entrevoyait toutes les difficultés, il se promettait de les vaincre sans se rebuter. Et s'il avait la fermeté d'une vertu vraiment apostolique, il la tempérait par les grâces d'une inépuisable indulgence. Dans cette amitié, déjà vieille, l'un des deux aimait avec idolâtrie. C'était David. Aussi Lucien commandait-il en femme qui se sait aimer. David obéissait avec plaisir. La beauté physique de son ami comportait une supériorité qu'il acceptait en se trouvant lourd et commun. Au bœuf, l'agriculture patiente, à l'oiseau, la vie insouciante, se disait l'imprimeur. Je serai le bœuf, Lucien sera l'aigle. Depuis environ 3 ans, les deux amis avaient donc confondu leur destinée, si brillante dans l'avenir. Ils lisaient leurs grandes œuvres, qui apparurent depuis la paix sur l'horizon littéraire et scientifique, les ouvrages de Schiller, de Goethe, de Lord Byron, de Walter Scott, de Jean-Paul, de Davy, de Cuvier. Ils s'échauffaient à ces grands foyers, ils s'essayaient en des œuvres avortées ou prises, quittées, reprises avec ardeur. Ils travaillaient continuellement, sans lasser les inépuisables forces de la jeunesse. Également pauvres, mais dévorés par l'amour de l'art et de la science, ils oubliaient la misère présente en s'occupant à jeter les fondements de leur renommée. « Lucien, sais-tu ce que je viens de recevoir de Paris ?» dit l'imprimeur en tirant de sa poche un petit volume in 18. « Écoute !» David lut. Comme savent lire les poètes, l'idylle d'André de Chénier, intitulée Néère, puis celle du jeune malade, puis l'élégie sur le suicide, celle dans le goût ancien, et les deux derniers iambes. Voilà donc ce qu'est André de Chénier. Il est désespérant, répétait Lucien. Un poète retrouvé par un poète, dit-il en voyant la signature de la préface. Après avoir produit ce volume, reprit David, Chénier croyait n'avoir rien fait, qui fût digne d'être publié. Lucien lut à son tour l'épique morceau de l'aveugle et plusieurs élégies. Quand il tomba sur le fragment, s'ils n'ont point de bonheur, en est-il sur la terre? Il baisa le livre, et les deux amis pleurèrent, car tous deux aimaient avec idolâtrie. Les pampres s'étaient colorés, les vieux murs de la maison, fendillés, bossués, inégalement traversés par d'ignobles lézardes, avaient été revêtus de cannelures, de bossages, de bas-reliefs. « Monsieur, dit-il à David, en tirant de sa poche un énorme cahier, voici un mémoire que je désirerais faire imprimer. Voudriez-vous évaluer ce qu'il coûtera ? » « Monsieur, nous n'imprimons pas des manuscrits si considérables, répondit David sans regarder le cahier. Voici messieurs Cointet.
Mais nous avons cependant un très joli caractère qui pourrait convenir, reprit Lucien en prenant le manuscrit. Il faudrait que vous eussiez la complaisance de revenir demain et de nous laisser votre ouvrage pour estimer les faits d'impression. N'est-ce pas à monsieur Lucien Chardon que j'ai l'honneur… Oui, monsieur, répondit le prote. Je suis heureux, monsieur, dit l'auteur, d'avoir pu rencontrer un jeune poète promis à de si belles destinées. Je suis envoyé par madame de Bargeton. En entendant ce nom, Lucien rougit et balbutia quelques mots pour exprimer sa reconnaissance de l'intérêt que lui portait madame de Bargeton. David remarqua la couleur et l'embarras de son ami. « Eh bien, Lucien, dit David, quand le gentilhomme s'en alla, aimerais-tu madame de Bargeton ?»« Mais éperdument. Mais vous êtes plus séparés l'un de l'autre par les préjugés que si vous étiez. Elle est à Pékin et toi dans le Groenland. » « La volonté de deux amants triomphe de tout, » dit Lucien en baissant les yeux. « Tu nous oublieras, » répondit le craintif amant de la belle Ève. « Peut-être t'ai-je au contraire sacrifié ma maîtresse, » s'écria Lucien. « Que veux-tu dire ? Bien, malgré mon amour, malgré les divers intérêts qui me portent à m'impatroniser chez elle, je lui ai dit que je n'y retournerais jamais si un homme à qui les talents étaient supérieurs aux miens, dont l'avenir devait être glorieux, si David Séchard, mon frère, mon ami, n'y était reçu. Je dois trouver une réponse à la maison. Mais quoique tous les aristocrates soient invités ce soir pour m'entendre lire des vers, si la réponse est négative, je ne remettrai jamais les pieds chez madame de Bargeton. » David serra violemment la main de Lucien, après s'être essuyé les yeux. 6 heures sonnèrent. « Ève doit être inquiète. Adieu, » dit brusquement Lucien. Il s'échappa, laissant David en proie à l'une des émotions que l'on ne sent aussi complètement qu'à cet âge. Surtout dans la situation où se trouvaient ces deux jeunes cygnes, auxquels la vie de province n'avait pas encore coupé les ailes. « Cœur d'or !» s'écria David, en accompagnant de l'œil Lucien qui traversait l'atelier. Lucien descendit à L'Houmeau, par la belle promenade de Beaulieu, par la rue du Minage et la porte Saint-Pierre. S'il prenait ainsi le chemin le plus long, dites-vous que la maison de madame de Bargeton était située sur cette route. Il éprouvait tant de plaisir à passer sous les fenêtres de cette femme, même à son insu, que depuis 2 mois, il ne revenait plus à L'Houmeau par la porte Palais. En arrivant sous les arbres de Beaulieu, il contempla la distance qui séparait Angoulême de L'Houmeau. Les mœurs du pays avaient élevé des barrières morales bien autrement difficiles à franchir que les rampes par où descendait Lucien. Le jeune ambitieux qui venait de s'introduire dans l'hôtel de Bargeton, en jetant la gloire comme un pont volant entre la ville et le faubourg, était inquiet de la décision de sa maîtresse, comme un favori qui craint une disgrâce après avoir essayé d'entendre son pouvoir. Ces paroles doivent paraître obscures à ceux qui n'ont pas encore observé les mœurs particulières aux cités divisées en villes hautes et villes basses. Mais il est d'autant plus nécessaire d'entrer ici dans quelques explications sur Angoulême qu'elles feront comprendre madame de Bargeton, un des personnages les plus importants de cette histoire. Angoulême est une vieille ville, bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord à une longue colline qu'il termine brusquement sur la route de Paris à Bordeaux, en formant une sorte de promontoire destiné par 3 pittoresques vallées. Angoulême jouit cependant d'une grande réputation. Les villes voisines y envoient leurs filles dans les pensions et dans les couvents. Il est facile de concevoir combien l'esprit de caste influence sur le sentiment qui divise Angoulême et L'Houmeau. Le commerce est riche, la noblesse est généralement pauvre. L'une se venge de l'autre par un mépris égal des 2 côtés. Un homme de L'Houmeau, fils d'un pharmacien, introduit chez madame de Bargeton, était donc une petite révolution. Quels en étaient les auteurs? Eh bien, Lamartine et Victor Hugo, Delavigne et Canalis, Béranger et Chateaubriand, etc., etc. Madame de Bargeton aimait les arts et les lettres. Goût extravagant, manie hautement déplorée dans Angoulême, mais qu'il est nécessaire de justifier en esquissant la vie de cette femme née pour être célèbre. Maintenue dans l'obscurité par de fatales circonstances et dont l'influence détermina la destinée de Lucien. Monsieur de Bargeton était l'arrière-petit-fils d'un jurat de Bordeaux, nommé Miraut.
Son fils, devenu Miraut de Bargeton, fut officier dans les gardes de la Porte et fit un si grand mariage d'argent que sous Louis XV, son fils fut appelé purement et simplement Monsieur de Bargeton. Ce Monsieur de Bargeton, petit-fils de Monsieur Miraut le Jurat, tint si fort à se conduire en parfait gentilhomme qu'il mangea tous les biens de la famille et en arrêta la fortune. Deux de ses frères, grands-oncles du Bargeton actuel, redevinrent négociants, en sorte qu'il se trouve des Mirauds dans le commerce à Bordeaux. Comme la terre de Bargeton située en Anjoumois, dans la mouvance du fief de la Rochefoucauld était substituée, ainsi qu'une maison d'Angoulême appelée l'hôtel de Bargeton, le petit-fils de M. Bargeton le Mangeur hérita de ces deux biens. Le manque de compagnie est un des plus grands inconvénients de la vie de campagne. Faute de rapporter aux autres les petits sacrifices exigés par le maintien de la toilette, on perd l'habitude de se gêner pour autrui. Tout en nous se vicie alors, la forme et l'esprit. N'étant pas réprimée par le commerce de la société, la hardiesse des idées de mademoiselle de Nègrepelisse passa dans ses manières, dans son regard. Elle eut cet air cavalier qui paraît au premier abord original, mais qui ne sied qu'aux femmes de vie aventureuse. Ainsi cette éducation, dont les aspérités se seraient polies dans les hautes régions sociales, devait la rendre ridicule à Angoulême, alors que ses adorateurs cesseraient de diviniser des erreurs, gracieuses pendant la jeunesse seulement. Quant à Monsieur de Nègrepelisse, il aurait donné tous les livres de sa fille pour sauver un bœuf malade, car il était si avare qu'il ne lui aurait accordé 2 liards au-delà du revenu auquel elle avait droit. Quand même, il eût été question de lui acheter la bagatelle la plus nécessaire à son éducation. Monsieur de Nègrepelisse expliqua tout crûment à sa fille la valeur négative du mari modèle qu'il lui proposait et lui fit apercevoir le parti qu'elle en pouvait tirer pour son propre bonheur. Elle épousait des armes déjà vieilles de 200 ans. Les Bargetons, écartèles d'or à 3 massacres de cerfs de gueule, 2 et un croisé de 3 rencontres de bœufs de sable, 1 et un 2 facés d'azur et d'argent de 6 pièces, l'azur chargé de 6 coquilles d'or, 3, 2 et 1. Madame de Bargeton se trouvait alors âgée de 36 ans et son mari en avait 58. Cette disparité choquait d'autant plus que M. Bargeton semblait avoir 70 ans. Tandis que sa femme pouvait impunément jouer à la jeune fille, se mettre en rose ou se coiffer à l'enfant. Quoique leur fortune n'excédât pas 12 000 livres de rente, elle était classée parmi les 6 fortunes les plus considérables de la vieille ville. Les négociants et les administrateurs exceptés. La nécessité de cultiver leur père, dont Madame de Bargeton attendait l'héritage pour aller à Paris, et qu'il fit si bien attendre que son gendre mourut avant lui, força Monsieur et Madame de Bargeton d'habiter Angoulême, où les brillantes qualités d'esprit et les richesses brutes cachées dans le cœur de Naïs devaient se perdre sans fruit et se changer avec le temps en ridicule. En effet, nos ridicules sont en grande partie causés par un beau sentiment, par des vertus ou par des facultés portées à l'extrême. La fierté qui ne modifie pas l'usage du grand monde devient de la roideur en se déployant sur de petites choses au lieu de s'agrandir dans un cercle de sentiments élevés. L'exaltation, cette vertu dans la vertu qui engendre les saintes, qui inspire le dévouement caché et les éclatantes poésies, devient de l'exagération en se prenant aux riens de la province. Loin du centre où brillent les grands esprits, où l'air est chargé de pensée, où tout se renouvelle, l'instruction vieillit. Le goût se dénature comme une eau stagnante. Faute d'exercice, les passions se rapetissent en grandissant des choses minimes. Là est la raison de l'avarice et du commérage qui empeste la vie de province. Bientôt, l'imitation des idées étroites et des manières mesquines gagne la personne la plus distinguée. Ainsi périssent des hommes nés grands, des femmes qui, redressées par des enseignements du monde et formées par des esprits supérieurs, eussent été charmantes. Madame de Bargeton prenait la lyre à propos d'une bagatelle sans distinguer les poésies personnelles des poésies publiques. Il est en effet des sensations incomprises qu'il faut garder pour soi-même. Certes, un coucher de soleil est un grand poème, mais une femme n'est-elle pas ridicule en le dépeignant à grands mots devant des gens matériels? Il s'y rencontre de ces voluptés qui ne peuvent se savourer qu'à deux, poète à poète, cœur à cœur.
Elle prodiguait démesurément des superlatifs qui chargeaient sa conversation, où les moindres choses prenaient des propositions gigantesques. Dès cette époque, elle commençait à tout typiser, individualiser, colossifier, angéliser, dramatiser. Car il faut violer pour un moment la langue afin de peindre ces travers nouveaux que partagent quelques femmes. Son esprit s'enflammait d'ailleurs, comme son langage. Elle s'animait, se courrouçait, s'abattait sur elle-même, s'élançait, retombait, regardait le ciel ou la terre. Ses yeux se remplissaient de larmes, elle usait sa vie en de perpétuelles admirations et se consumait en d'étranges dédains. Elle avait des larmes pour tous les malheurs et des fanfares pour toutes les victoires. Elle sympathisait avec Napoléon vaincu, elle sympathisait avec Méhémet Ali massacrant les tyrans de l'Égypte. Enfin, elle revêtait les gens de génie d'une auréole et croyait qu'ils vivaient de parfums et de lumière. À beaucoup de personnes, elle paraissait une folle dont la folie était sans danger. Mais certes, à quelques perspicaces observateurs, ces choses eussent semblé des débris d'un magnifique amour écroulé aussitôt que bâti, les restes d'une Jérusalem céleste, enfin l'amour sans l'amant. Et c'était vrai. L'histoire des 18 premières années de mariage de Madame de Bargeton peut s'écrire en peu de mots. Elle vécut pendant quelque temps de sa propre substance et d'espérances lointaines. Puis après avoir reconnu que la vie de Paris, à laquelle elle aspirait, lui était interdite par la médiocrité de sa fortune, elle se prit à examiner les personnes qui l'entouraient et frémit de sa solitude. Il ne se trouvait autour d'elle aucun homme qui pût lui inspirer une de ces folies auxquelles les femmes se livrent, poussées par le désespoir que leur cause une vie sans issue, sans événement, sans intérêt. Elle ne pouvait compter sur rien, pas même sur le hasard, car il y a des vies sans hasard. Au temps où l'Empire brillait de toute sa gloire, lors du passage de Napoléon en Espagne, où il envoyait la fleur de ses troupes, les espérances de cette femme trompée jusqu'alors se réveillèrent. À Wagram, un boulet de canon écrasa sur le cœur du marquis de Cantecroix le seul portrait qui attesta la beauté de Madame de Bargeton. Elle pleura longtemps, ce beau jeune homme, qui, en 2 campagnes, était devenu colonel, échauffé par la gloire, par l'amour, et qui mettait une lettre de Naïs au-dessus des distinctions impériales. Elle restait droite et forte comme un arbre qui a soutenu un coup de foudre sans en être abattu. Sa dignité se guinda. Comme tous ceux qui se laissent adorer par des courtisans quelconques, elle trônait avec ses défauts. Tel était le passé de Madame de Bargeton, froide histoire, nécessaire à dire pour faire comprendre sa liaison avec Lucien, qui fut assez singulièrement introduit chez elle. Pendant ce dernier hiver, il était survenu dans la ville une personne qui avait animé la vie monotone que menait Madame de Bargeton. La place de directeur des contributions indirectes était venue à vaquer. Monsieur de Barante envoya pour l'occuper un homme de qui la destinée aventureuse plaidait assez en sa faveur pour que la curiosité féminine lui servît de passeport chez la reine du pays. Monsieur du Châtelet, venu au monde Sixte Châtelet, tout court, mais qui dès 1806 avait eu le bon esprit de se qualifier, était un de ces agréables jeunes gens qui, sous Napoléon, échappèrent à toutes les conscriptions en demandant auprès du soleil impérial. Monsieur du Châtelet était encore doué du talent de remplir la tapisserie dont les fleurs avaient été commencées par la princesse. Il tenait avec une grâce infinie les écheveaux de soie qu'elle dévidait, en lui disant des riens où la gravure se cachait sous une gaze plus ou moins trouée. Ignorant en peinture, il savait copier un paysage, crayonner un profil, croquer un costume et le colorier. Enfin, il avait tous ces petits talents qui étaient de si grands véhicules de fortune dans un temps où les femmes ont eu plus d'influence qu'on ne le croit sur les affaires. Il se prétendait fort en diplomatie, la science de ceux qui n'en ont aucune et qui sont profonds par leur vide. Science d'ailleurs fort commode en ce sens qu'elle se démontre par l'exercice même de ses hauts emplois. Que voulant des hommes discrets, elle permet aux ignorants de ne rien dire, de se retrancher dans des hochements de tête mystérieux. Et on va s'arrêter là car c'est déjà la fin de cette lecture que nous poursuivrons bien entendu lors d'un prochain voyage. Je vous dis à très bientôt, restez connectés, restez branchés sur D8 et on se retrouve pour lire du Balzac. C'est pas merveilleux ça? Allez, à très vite, ciao!